Une porte restée ouverte a suffi à changer l'issue d'une catastrophe. Personne n'a été félicité pour ça. Personne n'y avait même pensé. C'est le détail qui ne fait jamais la une. Quand une explosion fait moins de dégâts que prévu parce que l'air a pu circuler, parce qu'une fenêtre n'était pas fermée, parce qu'une pièce n'était pas hermétique, on cherche toujours un responsable héroïque. Un réflexe au bon moment. Un sang-froid exceptionnel. La vérité est presque toujours plus froide, et plus intéressante, personne n'a rien fait au moment critique. La décision qui a tout changé avait été prise bien avant, par accident ou par négligence, sans que quiconque en mesure l'importance. Voilà le mensonge qu'on raconte sur la gestion de crise. On vous vend l'image du dirigeant qui garde son calme sous pression, qui prend la bonne décision dans l'instant, qui sauve la situation par la seule force de son jugement. Cette image existe, elle arrive même à se produire de temps en temps. Mais elle n'est jamais la variable qui explique pourquoi certaines organisations traversent une crise en s'égratignant, et d'autres s'effondrent pour un problème équivalent. Ce qui explique l'écart, ce n'est jamais le sang-froid du moment. C'est l'architecture posée des mois, parfois des années avant que la crise n'existe. Cette confusion entre héroïsme et architecture n'est pas anodine. Elle a un coût précis, tant qu'on croit que la solution se trouve dans le courage du moment, on investit dans la mauvaise chose. On forme les gens à réagir vite, à garder leur calme, à improviser avec assurance, des qualités réelles, mais qui n'empêchent jamais une catastrophe structurelle de se produire, elles en limitent seulement, parfois, l'ampleur une fois qu'elle a déjà commencé. Pendant ce temps, personne n'investit dans ce qui aurait empêché le problème d'exister en premier lieu, parce que ce travail-là ne se voit pas, ne s'enseigne pas dans une formation de management classique, et ne produit aucun récit motivant à raconter ensuite. Prenez deux entreprises frappées par la même panne informatique majeure. Dans la première, les données critiques sont sauvegardées automatiquement toutes les heures sur un serveur distant, sans que personne n'ait besoin d'y penser. Dans la seconde, la sauvegarde dépend d'un employé censé la lancer manuellement chaque soir, et ce soir-là, il était absent. La différence entre ces deux entreprises, au moment de la panne, n'est pas une différence de compétence. C'est une différence d'architecture, décidée bien avant que quiconque ne sache qu'une crise arriverait. Un système qui dépend d'un geste humain au bon moment n'est pas un système fiable. C'est un pari. Le problème, c'est que la plupart des organisations ne découvrent la différence entre les deux qu'au moment où le pari est perdu. Avant la crise, un système fondé sur la vigilance humaine et un système fondé sur l'architecture produisent exactement les mêmes résultats visibles. Les mêmes rapports, les mêmes chiffres, la même impression de contrôle. C'est précisément ce qui rend l'erreur si difficile à corriger à temps. Rien, dans le fonctionnement normal, ne signale lequel des deux systèmes tiendra le jour où les choses se compliquent. La facture n'arrive jamais avant l'incident. Elle arrive toujours après, au moment où il est trop tard pour la contester. Regardez comment on juge, en général, la solidité d'une organisation. On regarde son chiffre d'affaires, la qualité de ses produits, la réputation de ses dirigeants. On regarde rarement ce qui se passe le jour où tout va mal, parce que ce jour-là n'est pas encore arrivé, et qu'on préfère mesurer ce qui est visible plutôt que ce qui est simplement probable. C'est une erreur de mesure fondamentale. La vraie solidité d'un système ne se voit jamais dans son fonctionnement normal. Elle se voit uniquement dans sa marge de tolérance à l'imprévu, et cette marge, elle, se construit à froid, jamais dans l'urgence. Il existe un principe en ingénierie qu'on ne cite presque jamais en dehors de son domaine, et qui devrait pourtant gouverner toute organisation sérieuse. Un système bien conçu ne compte jamais sur la vigilance humaine comme dernière ligne de défense. La vigilance se fatigue, se distrait, s'absente un jour sur 100. Une structure, elle, ne se fatigue pas. Elle continue de fonctionner que vous y pensiez ou non. C'est exactement le même principe qu'on retrouve dans la gestion d'une trésorerie d'entreprise. Celle qui traverse un choc économique sans s'effondrer non, la plupart du temps, rien fait d'exceptionnel au moment du choc. Elles avaient simplement, des mois plus tôt, constitué une réserve qu'elles n'espéraient jamais utiliser. Le jour où elles en ont eu besoin, la décision difficile n'était plus à prendre. Elle avait déjà été prise, par une version plus prudente d'elle-même, à un moment où tout allait bien et où personne ne les félicitait pour ça. On ne récompense jamais la prudence au moment où elle est exercée. On ne la remarque qu'au moment où elle a évité le pire et à ce moment-là, on croit encore, à tort, qu'il s'est passé quelque chose d'héroïque. C'est pour ça que la prudence structurelle est si rare, alors même que son efficacité n'est jamais sérieusement contestée. Elle ne rapporte rien à celui qui la met en place, tant que le pire ne s'est pas produit.
Elle coûte du temps, de l'argent immobilisé, de la discipline sans retour visible, pendant des mois voire des années. Et quand le pire finit par ne pas se produire, parce que la marge a tenu, personne ne peut jamais démontrer précisément ce qui a été évité. On ne mesure pas une catastrophe qui n'a pas eu lieu. C'est là toute la difficulté de vendre la prudence à qui que ce soit, y compris à soi-même. Elle demande un investissement certain contre un bénéfice qu'on ne pourra jamais prouver après coup, seulement supposé. Ce principe s'applique aussi, avec une précision presque dérangeante, à la manière dont on dirige des équipes. Un dirigeant qui doit intervenir personnellement chaque fois qu'un problème survient n'a pas construit une équipe solide. Il a construit une dépendance à sa propre présence, et cette dépendance devient, tôt ou tard, le point de rupture du système entier. Le jour où il n'est pas disponible, malade, en voyage, simplement occupé ailleurs, l'organisation découvre qu'elle n'avait jamais été autonome. Elle avait seulement été portée. Une équipe qui tient sans vous n'est pas une équipe qui n'a plus besoin de vous. C'est une équipe que vous avez enfin fini de construire. Il y a une raison précise pour laquelle cette dépendance à un seul point de décision est aussi fragile qu'elle est fréquente. Chaque fois qu'un système repose sur une seule personne, il repose en réalité sur l'état d'esprit de cette personne à un instant donné, sa fatigue, sa charge mentale du jour, la qualité de son sommeil de la veille. Aucune organisation sérieuse ne devrait accepter de faire dépendre sa continuité d'une variable aussi instable. Pourtant, c'est très exactement ce qui se passe dans la majorité des structures qui n'ont jamais formalisé de redondance. Un seul mot de passe connu d'une seule personne, une seule signature nécessaire pour débloquer une décision critique, un seul expert capable de comprendre un système technique central. Ce ne sont pas des failles de compétences. Ce sont des failles d'architecture, exactement comme la porte qu'on a laissée fermée par défaut au lieu de l'ouverture qu'on a laissée par accident. La discipline personnelle, dont on a déjà parlé, obéit à la même logique. La résilience organisationnelle n'en est que le prolongement à plus grande échelle. Dans les deux cas, l'erreur est la même, chercher la solution dans un sursaut de volonté ou de courage au moment où le problème apparaît, alors que la vraie solution se trouve toujours en amont, dans une décision d'architecture prise à froid. Il existe une industrie entière qui a construit toute sa fiabilité sur ce principe, au point d'en faire une culture professionnelle à part entière, l'aviation commerciale. Un pilote expérimenté ne décolle jamais sans dérouler une liste de vérifications qu'il connaît pourtant par cœur depuis des années. Ce n'est pas un manque de confiance en sa propre mémoire. C'est la reconnaissance qu'un être humain fatigué, distrait, ou simplement pressé par le temps, oubliera tôt ou tard une étape, et que la seule protection fiable contre cet oubli n'est pas un effort de concentration supplémentaire, mais une procédure externe qui ne dépend d'aucun état d'esprit particulier ce jour-là. L'industrie qui a le plus réduit ses catastrophes au fil des décennies n'est pas celle qui a formé les professionnels les plus vigilants. C'est celle qui a le plus systématiquement remplacé la vigilance par la procédure. Presque aucune organisation en dehors de ce secteur n'applique ce principe avec la même rigueur, alors que rien n'empêche de le transposer. Une liste de vérification avant chaque lancement de produit. Une procédure fixe avant chaque décision d'investissement au-dessus d'un certain montant. Un protocole écrit pour la transmission d'une responsabilité en cas d'absence imprévue. Rien de spectaculaire, rien qui se raconte bien dans une biographie de dirigeant. C'est justement pour ça que si peu de gens le font, ça ne produit aucune histoire à raconter, seulement des catastrophes qui n'arrivent jamais et qu'on ne remarque donc pas. Il faut alors changer la question qu'on se pose face à un risque. La mauvaise question est, que ferais-je si cela arrive? C'est une question qui prépare un réflexe, pas un système. Elle vous condamne à improviser sous pression, exactement au moment où votre jugement est le moins fiable. La bonne question est différente, qu'est-ce que je peux retirer, aujourd'hui, du chemin de la catastrophe, pour ne plus jamais avoir besoin d'y réagir? Ce déplacement change tout. Il transforme la gestion de crise, qui est réactive par nature, en ingénierie préventive, qui est la seule chose qu'on maîtrise réellement. On ne maîtrise jamais le moment où un système craque. On maîtrise entièrement les marges qu'on lui laisse avant qu'il ne craque. Cette question ne concerne pas seulement les organisations. Elle concerne tout autant votre vie personnelle, à une échelle plus discrète mais tout aussi déterminante. Quelqu'un qui traverse une rupture financière brutale sans s'effondrer n'a généralement pas fait preuve d'un courage particulier ce jour-là. Il avait, des mois plus tôt, réduit un train de vie qu'il aurait pu maintenir, par simple prudence, sans savoir précisément contre quoi il se protégeait. Quelqu'un qui traverse une relation compliquée sans y perdre pied n'a pas nécessairement plus de sagesse au moment de la crise. Il avait, en amont, cultivé d'autres attaches,